comprendre encore plus clairement la nature de la monnaie en tant que pure écriture comptable. Mesdames, Messieurs, bonjour. Peut-être avez-vous regardé la première capsule vidéo que nous avons mise en ligne dont le but est de saisir ce qu'est la monnaie qui est, dans sa nature, pure comptabilité. Si vous êtes resté sur votre faim, c'est très compréhensible car cette première capsule vidéo était très courte. Voulez-vous peut-être encore mieux cerner ce que cela signifie que la monnaie est pure écriture comptable ? C'est ce que je vous invite à faire en visionnant les séquences qui vont suivre. Elles vous permettront d'approfondir ce que vous avez regardé dans la première capsule. Votre vision de ce qu'est la monnaie va en être transformée, même si vous êtes un financier ou un banquier. Ce changement de vision constitue d'ailleurs une mesure entre guillemets indispensable, notamment pour être en capacité à l'avenir d'empêcher la survenance de tout crash bancaire. Découvrons tout de suite de quoi il s'agit via des extraits issus de quelques rencontres civiliennes, comme nous les appelons Michel Laloux et moi-même, Stéphane Le Joly. Et là, il faut se rendre compte qu'on a une différence très importante que l'on peut saisir si l'on voit la différence qu'il y avait entre la façon de peser dans les temps anciens, avec un kilo en fonte. On a le traditionnel kilo en fonte que beaucoup d'entre vous ont certainement connu dans leur jeunesse. Et puis à côté, on voit une balance électronique. Rendons-nous compte de la différence. Les poids, quand on les achète, on peut les avoir physiquement devant nous. Ce qui est sous la balance, on ne peut pas l'avoir physiquement devant nous. On a la balance, bien sûr, mais le poids qui est indiqué, lui, est indiqué par des chiffres, mais il est dans le même rapport que l'on a avec la monnaie, le rapport entre le poids existant comme avant, dans les temps anciens, on va dire, et le poids qui est mesuré avec une balance électronique. On a ce même rapport avec la monnaie. La monnaie était avant essentiellement une monnaie qui était en pièces d'or dans les temps anciens. Et puis, peu à peu, l'or a disparu. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant. On avait plus du tout d'or dans les pièces de monnaie. On avait d'autres métaux. Puis sont apparus les billets. Et ensuite sont apparues les écritures bancaires. Et la différence, le passage d'une monnaie qu'on a entre les mains, une monnaie sonnante et trébuchante, comme on disait avant, à une monnaie qui est uniquement écrite dans les livres de la banque, ce passage-là, il est donc de même nature que le passage du poids physique au poids qui est affiché par la balance. C'est-à-dire qu'on n'a rien entre les mains comme on l'avait avant quand on sous-pesait le poids. C'est la même chose qui se passe et on va voir un peu plus précisément comment ça se passe au niveau de la banque avec les dias suivantes. On va supposer qu'on a un magasin qui achète au grossiste. Il lui achète toutes sortes de produits, comme on peut le voir là sur l'étalage de droite dans la photo du magasin, toutes sortes de produits achetés à ce grossiste et qui vont bien sûr donner lieu à un règlement. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Le grossiste va enregistrer une vente des produits. Il va l'enregistrer produit par produit, mais en même temps, il va consolider ça ou agréger ça dans une vente globale qui apparaîtra, dans un chiffre global qui apparaîtra sur la facture envoyée au magasin. Le magasin va payer. Mais le magasin, au préalable, il va enregistrer ça aussi dans sa comptabilité. Et ce qui va apparaître dans sa comptabilité, ça va être une baisse de son compte en banque. Ça va apparaître aussi à un autre endroit dans sa comptabilité, je ne rentre pas dans les détails, mais il va y avoir une baisse de son compte en banque, qu'on comprend bien sûr, puisqu'il va payer le grossiste. Symétriquement, le grossiste va avoir une augmentation
de son compte en banque. S'il y avait un moyen direct de règlement par Internet qui irait directement entre le grossiste et le magasin, à ce moment-là, le transfert pourrait se faire automatiquement. Il est possible qu'un jour on arrive à ça avec les progrès qui sont en train de se faire dans le domaine des moyens électroniques et des moyens de paiement. Mais actuellement, il y a un intermédiaire qui va jouer un rôle dans le paiement. Et cela se voit sur la diapositive suivante. Cet intermédiaire, on le sait tous, hein, c'est la banque. Essayons de voir ce qui se passe réellement dans la banque. La banque va recevoir un ordre de paiement de la part du magasin. Cet ordre, aujourd'hui, il est fait directement depuis l'ordinateur de la comptabilité du magasin. La banque reçoit cet ordre et elle va créditer donc le compte du grossiste. Tout le monde voit bien que la chose se passe par un jeu d'écriture. On va supposer qu'ils sont dans la même banque, hein, les deux, hein, et ça va être un jeu d'écriture entre le magasin, le compte du magasin et le compte du grossiste. En réalité, que représentent ces deux comptes qui sont à la banque? Vous voyez ces petites flèches bleues qui vont depuis le compte banque du grossiste et le compte banque du magasin. Ce qui se passe, c'est en fait une sorte de délégation, une délégation de chacun de ces deux commerçants qui délègue à la banque le soin de gérer ce qui est écrit en rouge, c'est-à-dire le compte banque. Dans la comptabilité, il y a parmi les écritures une ligne qui apparaît dans le bilan où est inscrit ce que l'on a en banque. Ce compte-là, bien sûr, il varie en permanence et il contient beaucoup de lignes au cours d'une année. Dans le bilan, on ne fait que résumer ce qui est sur la banque en fin d'année. Mais la tenue de ce compte banque, elle se fait dans la comptabilité de chacun des commerçants, mais en même temps, elle est déléguée à la banque pour la gestion de ce compte. Ça veut dire que c'est comme si on avait externalisé depuis chaque commerçant externalise la gestion de son compte banque et le confie à un organisme qu'on appelle justement aujourd'hui la banque. On verra comment ça peut évoluer la prochaine fois, hein, dans notre prochaine rencontre. Mais aujourd'hui, on peut se faire cette image que la banque, dans cette fonction-là, parce qu'elle a d'autres fonctions, hein, mais dans cette fonction-là de gestion des comptes et dans cette fonction de virement, hein, c'est un peu comme si chaque entreprise et chaque particulier avait externalisé la gestion de sa propre comptabilité vers l'extérieur dans un organisme qu'on appelle la banque. Et là, alors à ce moment-là, on voit comment se passe la monnaie. La monnaie elle-même n'a pas circulé. Il y a simplement eu un jeu d'écriture. Une écriture qui est passée d'un compte à un autre compte. C'est-à-dire, c'est même pas passé d'un compte à un autre compte, c'est un compte a diminué et un autre compte symétriquement a augmenté. Mais rien n'a circulé en réalité. Hein. Ça veut dire que la monnaie, à ce moment-là, est totalement dématérialisée. Je ne dis pas virtuelle, hein. Elle est une réalité. Et elle correspond à des actes réels. Mais elle est simplement le reflet chiffré de cette réalité.
C'est comme si on avait un miroir qui transformait tout ce qui se passe dans la circulation des marchandises. On peut imaginer entre le magasin et le grossiste, hein, cette circulation de marchandises, eh bien, comme si le miroir transformait ça en chiffres. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui est devenu en fait la monnaie aujourd'hui. C'est-à-dire que la monnaie, au cours du temps, elle a évolué et elle est devenue purement jeu d'écriture, c'est-à-dire comptabilité. Et ça fait longtemps qu'elle est devenue comptabilité. C'est-à-dire que même la monnaie papier et la monnaie pièce, hein, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, hein, cette monnaie espèce, elle n'est plus que le signe d'un jeu d'écriture. Derrière elle, il n'y a que des écritures. Et ces écritures sont parfaitement réelles, quand on parle de l'économie réelle, bien sûr, hein, elles sont parfaitement réelles puisqu'elles correspondent à des échanges de marchandises ou à des échanges de services. On est donc dans une situation qui a considérablement évolué et qui s'est renforcée depuis qu'il y a eu une informatisation des écritures bancaires. La monnaie est donc devenue comptabilité et l'exemple qu'on a vu avec le grossiste et le magasin nous montre qu'en réalité, c'est simplement, uniquement, une écriture dans les comptabilités du magasin et du grossiste, et que ce qui se passe dans la banque n'est que la gestion de cette partie de la comptabilité du magasin et du grossiste. Et il faut bien voir ce point-là. C'est-à-dire que c'est juste un reflet symétrique qui est dans la banque de ce qui se passe dans le magasin et qui est enregistré dans la comptabilité du magasin. Ça n'est rien d'autre que ça. Remarquons enfin que cela fait déjà très longtemps que la monnaie est devenue comptabilité. Il ne faut pas spécialement implémenter une solution. Quand on dit la monnaie est une comptabilité, ça n'est pas quelque chose qui serait dans un système nouveau. Ça n'est pas quelque chose qui n'existerait pas et qu'il faudrait implémenter. En réalité, la monnaie est déjà une comptabilité et ça fait déjà longtemps qu'elle l'est. Le problème est qu'on ne le voit pas. On n'a pas monté ça à la conscience et on ne tire pas les conséquences comme on va essayer de le faire là maintenant ce soir. Quelles conséquences ça a pour l'ensemble du fonctionnement de l'économie et en particulier des institutions monétaires. Mais donc c'est pas comme dans certains cas, il faudrait transformer quelque chose, ajouter quelque chose à la monnaie. La monnaie est déjà une comptabilité puisque en fait tout passe par le système bancaire et tout est maintenant même électronisé à l'intérieur du système bancaire, ce qui fait que même quand on utilise de la monnaie espèce, des billets, ou quand on va retirer par exemple des billets dans un automate, même dans ce cas-là, la monnaie est une comptabilité, elle s'exprime sous la forme d'un signe qui est différent, qui est du papier dans ce cas-là, hein, un billet, mais en soi, derrière, ce qui compte, c'est que c'est une opération comptable au sein de la comptabilité de la banque, ce qu'on va approfondir d'ailleurs tout à l'heure dans un instant, je pense. Tu avais d'ailleurs montré qu'il existe dans toutes les entreprises une comptabilité. Parmi les comptes de l'entreprise, on trouve un compte qu'on appelle actif circulant, techniquement parlant, mais c'est-à-dire c'est le compte qui comptabilise la monnaie, qui est gérée par la banque, et en fait la banque est comme si elle était un comptable qui gère ce compte-là, pour nous en fait. Puisque la monnaie n'était pas seulement comptabilité dans le passé, puisque la monnaie était aussi une marchandise, pourquoi ne pourrait-on pas simplement revenir dans la situation passée et refaire à nouveau de la monnaie une marchandise, ou l'adosser, entre guillemets, comme on dit, à des marchandises. On pourrait par exemple adosser la monnaie à des métaux précieux, qui sont des marchandises, de l'or notamment.
il y aurait dans ce cas toujours une correspondance exacte entre la monnaie inscrite dans les comptes et des quantités d'or stockées quelque part. Il y a d'ailleurs des économistes et des gouvernements qui préconisent de rétablir la relation entre la monnaie et l'or comme autrefois. En quoi serait-ce pour ainsi dire contraire au principe entre guillemets ou à la nature entre guillemets de la monnaie? Je voudrais juste qu'on regarde la dernière dia, mais ça va un peu résumer ce qu'on a dit. On se souvient de l'image où il y avait le kilo tout à l'heure qui était représenté. On n'imagine pas quelqu'un vendant ces kilos. Je veux dire, le magasin est du temps où il y avait ces morceaux de fonte. On les achetait pour les avoir au magasin. C'était un investissement. Mais ensuite, on ne vendait pas ses propres kilos. De même que quelqu'un qui vend des tissus, il a des mètres, vous savez, ces mètres en bois, comme ça, mais il ne les vend pas. Ce qu'il vend, c'est les tissus. Et il a, avec le mètre, avec l'instrument en bois, il comptabilise le nombre de mètres qu'il a vendus. Et c'est ça qu'il va inscrire, qui va apparaître dans sa comptabilité après. Donc, aucun instrument de mesure n'est quelque chose qui peut devenir marchandise par lui-même. Le seul qui puisse le faire, c'est la monnaie. C'est cette particularité qu'elle a. C'est qu'elle a été marchandise dans les temps anciens. C'était l'or, par exemple. L'or qui était une marchandise qui peut servir à faire des bijoux et qui a servi en même temps d'unité, une marchandise particulière, privilégiée, pour toutes sortes de raisons. Cette marchandise-là est devenue une marchandise pour l'échange. En réalité, si on était vraiment très précis dans nos concepts, l'or, à cette époque-là, il était du troc. En tant que monnaie, il n'était pas réellement une monnaie, il était du troc. C'était marchandise contre marchandise. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'or a commencé, la quantité d'or a diminué de plus en plus dans les pièces de monnaie. Et on a évolué jusqu'à voir que la monnaie est devenue un simple reflet de ce qui se passait dans l'économie. Mais il y a toujours le danger qu'elle retombe dans son stade ancien, c'est-à-dire marchandise. Et on le voit bien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quantité de monnaie qui est échangée entre les comptes bancaires au travers le monde et entre les pays, pour les besoins de l'économie réelle, c'est entre 4 et 8%. Et tout le reste, c'est-à-dire 92 à 96% de la monnaie est utilisée comme marchandise pour la spéculation. Donc c'est phénoménal. On a une disproportion qui devrait nous faire tous descendre dans la rue pour changer les choses. Ça veut dire que il y a une tension très très grande pour la monnaie. Et le fait qu'on reconnaisse que la monnaie est saine et elle est une aide pour l'économie, elle n'est pas un problème pour l'économie, elle est une aide pour l'économie, à partir du moment où elle devient comptabilité et seulement comptabilité. Chaque fois qu'elle tendra à devenir marchandise, elle introduit des germes de maladie dans l'économie. On devrait donc tout faire pour empêcher que la monnaie devienne marchandise. C'est absolument vital pour l'économie. Il faudra aller voir dans d'autres domaines pour voir les problèmes que génère cette conception de la monnaie marchandise, c'est-à-dire tout ce qui a à faire avec l'économie financière.
Si nous n'avions pas cette financiarisation de l'économie, il n'y aurait pas de possibilité de prêter ces milliards de milliards aux banques centrales et aux États. Parce que cet argent, en partie, il est créé, mais en grande partie, on a vu pour 56% à peu près, hein, cet argent-là provient d'investisseurs. Donc, si on ne travaillait plus avec une monnaie marchandise, mais qu'on allait vers une monnaie comptabilité, on serait obligé, pour le faire, de prendre des mesures, comme par exemple la suppression des taux d'intérêt, hein, de se rendre compte à quel point ils désorganisent l'économie, comme la suppression de la bourse, suppression des marchés monétaires, etc., etc. C'est-à-dire qu'on pourrait peu à peu commencer à assainir. Et un autre domaine dans lequel il faudrait agir aussi, c'est transformer le système bancaire actuel. Et ça, c'est ce dont on va parler les prochaines fois, hein, de voir qu'il y a une nécessité d'avoir des institutions monétaires qui soient différenciées selon certaines qualités de monnaie. J'introduis juste la notion, on ne va pas la traiter maintenant parce que je crois que c'est bon de prendre des questions, hein. Mais juste pour conclure, que on a un gros travail à faire pour arriver à se rendre compte que cette conception de la monnaie changerait les institutions monétaires et qu'on arriverait à des institutions monétaires différenciées en fonction des différentes qualités de la monnaie. On a parlé par exemple de la monnaie de prêt, hein, qui est une des qualités de la monnaie, et de la monnaie qu'on utilise pour la consommation courante, pour les achats, etc. Hein. Ce sont deux qualités de la monnaie, et il y en a une troisième, qui est la monnaie que j'appelle monnaie de contribution, dont l'impôt est une toute petite partie. Et ces trois qualités de la monnaie, si on peut les regarder dans les prochaines rencontres civiliennes, alors on verra en quoi le fait de considérer la monnaie comme une comptabilité changerait beaucoup de choses. L'économiste franco-suisse Michel Laloux vient de mentionner une transformation des institutions monétaires selon trois qualités de la monnaie. Il s'agit précisément de la mesure anti-crash bancaire numéro 3 que vous pourrez découvrir dans la prochaine capsule vidéo. Différencier et distinguer les trois qualités de la monnaie. En ce qui concerne d'autres mesures, encore qu'il a citées, elles sont développées dans les capsules vidéo suivantes. Et si vous êtes pressé d'approfondir, je vous invite à visionner au moins les rencontres civiliennes numéro 10 à numéro 14 sur le site www.civilien.info. Avant de clôturer cette capsule, revenons-en encore à une des conséquences qui apparaît lorsque la monnaie est comprise comme étant pure comptabilité. C'est ça. Et donc le problème qu'on a avec ce qui était illustré par le schéma que tu as montré il y a quelques instants, c'est le fait que cette monnaie, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, il faudrait y consacrer un peu plus de temps, elle tend à redevenir tout le temps en permanence une marchandise. Et c'est ce qui est comme un boulet au sein de l'économie et qui conduit, comme tu le mentionnais, par exemple, au fait qu'on achète de la monnaie, ce qui est en soi une aberration. Vendre et acheter de la monnaie, c'est au fond contraire de l'économie, ce qui est
Ce qui est important, c'est qu'on vende et on achète des marchandises ou des services, mais la monnaie ne devrait être qu'une sorte de photographie ou de reflet miroir de l'économie. Et si elle n'est pas un reflet miroir de l'économie, le miroir est déformé, et donc il y a une partie de la comptabilité qui est déformée. On sait bien que le but d'une comptabilité dans une entreprise, c'est justement d'avoir un miroir le plus fidèle possible aux activités économiques, aux réalités économiques, et si ce miroir est déformé, ne serait-ce qu'en un endroit particulier, eh bien on va avoir des difficultés grandissantes pour conduire l'économie. Oui. Et qui vont conduire à des dysfonctionnements importants, qui sont très très importants dans l'économie, puisque c'est toute la question de la financiarisation de l'économie, thème qui est devenu très actuel en 2008, mais qu'il était déjà depuis longtemps. Et cette financiarisation, une partie des facteurs qui permettent cette financiarisation, c'est justement la monnaie considérée comme marchandise. Il y a d'autres facteurs, on a vu par exemple le capital aussi, il y en a d'autres, mais je crois qu'il faut resituer un petit peu notre travail sur l'économie en disant le but, c'est d'arriver à coller à une économie réelle, à remettre sur le devant de la scène l'économie réelle et prendre des mesures qui peu à peu suppriment la financiarisation. Dans cette séquence, nous venons d'évoquer que nous avons besoin que la monnaie, qui est comptabilité, reflète le plus fidèlement possible l'économie. Nous avons besoin en quelque sorte d'un miroir, entre guillemets, qui produit des reflets tout à fait fidèles de l'économie réelle, pour être en capacité de la conduire. Si la monnaie, et même l'argent, ne sont plus que des reflets de l'économie, et non plus des marchandises, est-il alors justifié de dire qu'on ne peut pas les stocker, contrairement à ce qui est habituellement enseigné à l'école? Alors pour pouvoir se situer encore un peu plus largement, je voudrais qu'on regarde peut-être une chose qu'on a vue précédemment, qui est la nature de la monnaie en tant qu'unité de compte. Vous voyez sur le schéma qu'on a un niveau où on a les kilos, les litres, les mètres, c'est-à-dire que l'on a les unités de mesure habituelles. Il y en a d'autres, bien sûr, que je ne les ai pas toutes mises, mais c'est à titre d'exemple. Et puis au-dessus, on a la monnaie qui permet de faire le lien. Combien vaut un litre par rapport à un kilo, ou un litre de lait par rapport à un kilo de blé, ou un mètre de tissu, etc. Les unités qui sont au premier niveau, kilo, litre et mètre, ce sont des unités qui ne communiquent pas entre elles. On ne peut pas ajouter un kilo à un litre ou à un mètre. On a donc une unité de compte, une façon de compter qui est au-dessus de cela, et c'est ce que l'on appelle la monnaie. La monnaie est une sorte de supra-mesure au-dessus des autres mesures et qui permet à ce moment-là de comparer les choses qui sont mesurées dans d'autres unités. Ça permet de les comparer entre elles. Donc ce rôle de supra-mesure est un rôle extrêmement pratique dans la vie courante, qui permet justement de trouver à quel niveau on va faire l'échange entre deux marchandises. Mais en même temps, il y a un revers à cet aspect-là. C'est le fait que la monnaie, à ce moment-là, du fait qu'elle n'est pas comme un kilo ou un litre, elle peut être elle-même mise de côté pour servir à d'autres choses. Par exemple, pour pouvoir acheter quelque chose pour lequel je n'ai pas encore les moyens, mais en vendant encore 3 ou 4 ou 5 objets, j'aurai les moyens d'acquérir cette chose-là. Donc cette unité de mesure, elle a la possibilité de se stocker, de s'accumuler.
Et alors, on arrive à ce moment-là à une tension fondamentale qui s'installe au sein de la monnaie, hein, ce que j'appelle la tension fondamentale de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie qui normalement devrait être uniquement unité de compte, elle peut aussi s'accumuler et dès l'instant où elle s'accumule, elle tend à devenir marchandise. Elle tend à devenir la marchandise comme l'or, c'est-à-dire que l'or est à la fois une marchandise et a été une unité de compte dans le passé. Cette situation-là, on en est plus ou moins affranchi aujourd'hui, et on a beaucoup de peine même à s'en affranchir complètement, puisque certains reparlent encore de revenir à un étalon or. C'est-à-dire, si on revient à un étalon or, on a comme conception à l'arrière-plan que la monnaie est une marchandise, alors que la monnaie devrait simplement servir à comptabiliser ce qui a été vendu, et elle devrait donc uniquement de la comptabilité, comme on l'a montré de façon plus détaillée dans, je crois, il y a 2 ou 3 séances précédentes. Ce qui serait impossible pour une unité de mesure telle que le mètre, c'est-à-dire additionner des mètres qui correspondent à la longueur d'un véhicule avec des mètres qui correspondent à la hauteur d'un bâtiment ou que sais-je, que ça n'aurait aucun sens de les additionner les uns aux autres pour faire une espèce de stock de mètres, pour ainsi dire, ou un stock de kilos de diverses choses, ça n'a pas de sens. Par contre, avec la monnaie, très bizarrement, alors qu'elle est une unité de mesure, et même une super unité de mesure, c'est ce qu'on fait pourtant. On la stocke comme si c'était une marchandise, alors que c'est une unité de mesure. Et une partie très très importante de notre système est basée sur cette erreur de conception, en quelque sorte. Ah oui, complètement. Et c'est même une très très large partie de notre économie. On pourrait dire que si on mélange, si on additionne ensemble économie financiarisée, c'est-à-dire économie spéculative et économie réelle, eh bien c'est entre 92 et 97% en gros, quoi, hein, que la monnaie marchandise occupe le terrain par rapport à la monnaie comptabilité qui sert pour les échanges. Parce que c'est déjà le cas que dans les échanges, la monnaie est pure comptabilité. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a encore les pièces et les billets. Et le jour où on n'aura plus les pièces et les billets, on va bien voir qu'au fond, tout est comptabilité bancaire. Hein, et la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie de billets et de pièces, est déjà simplement le signe d'une comptabilité qui est à l'arrière-plan. Maintenant, en route pour la capsule vidéo qui présente la mesure anti-crash bancaire numéro 3, différencier et distinguer les 3 qualités de la monnaie et bien sûr, les gérer de manière différenciée aussi. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de cela. Mesdames, Messieurs, nous sollicitons votre attention. Nous avons mis en ligne un bonus sous forme d'une courte capsule vidéo pour ceux et celles qui se posent cette question. Si la monnaie redevient marchandise, où est le problème? Qu'est-ce que cela change dans la pratique de la considérer comme une simple comptabilité? Les spectateurs qui désirent visionner ce bonus sont priés de naviguer sur la page web civilien.info anti-crash bancaire, puis de cliquer sur l'onglet mesure numéro 2 et visionner le bonus en question. Les spectateurs qui désirent prendre dès à présent connaissance de la mesure anti-crash bancaire numéro 3 sont priés de se rendre sur cette même page, mais de cliquer sur l'onglet mesure numéro 3.
Nous vous invitons à approfondir la compréhension de ce que sont la monnaie et l'argent en visionnant dans leur intégralité les rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14 sur le site civilien.info. Sur ce site, nous avons aussi mis en ligne sous forme de capsules vidéo des mesures imparables anti-crash bancaire. Elles sont mises en ligne à l'adresse que vous voyez apparaître à l'écran.